Bonjour à tous. Je vous souhaite un bon démarrage de l'année universitaire 2020-2021 et on va entamer ce jour donc, notre premier cours de neurochirurgie et qui est intitulé « Les compressions médulaires lentes ». Je suis Yassine Gdoura, je suis assistant neurochirurgien au service de neurochirurgie de Sfax. Donc, comme objectif de cette présentation, de ce cours, donc, il faut donc, savoir diagnostiquer une compression médulaire non traumatique et identifier donc, les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. Tout en sachant qu'au prérequis, il faut avoir l'anatomie du rachis et de la moelle épinière. Donc, comme définition des compressions médulaires lentes, il s'agit d'un processus pathologique qui, par des phénomènes mécaniques ou bien vasculaires, entraîne une perte progressive des fonctions médulaires dont l'aboutissement est une paraplégie ou une tétraplégie flasque. Donc, toute compression médulaire constitue une urgence médico-chirurgicale. Ce diagnostic doit être évoqué devant toute souffrance médulaire ou radiculaire avant que les lésions médulaires irréversibles ne soient constituées. Les étiologies tumorales bénignes ou malignes sont dominantes. Donc, on va faire un petit rappel anatomique. Donc, la moelle chemine dans le canal rachidien du trou occipital jusqu'au bord supérieur de L2, à ce niveau-là, et elle présente deux renflements, un renflement cervical et un renflement lombaire. Le canal rachidien dans lequel chemine cette moelle épinière, il est constitué, c'est un canal ostéoligamentaire inextensible, limité en avant par donc, le corps vertébral, qui est là, le ligament longitudinal vertébral commun postérieur et donc, les disques intervertébraux. Latéralement, donc, elle est limitée par les pédicules donc, vertébraux et en arrière par les deux lames donc, latérales et le ligament jaune. La moelle en elle-même est entourée donc, d'une pimère qui est épaisse, résistante, puis par l'arachnoïde qui délimite l'espace sous-arachnoïdien dans lequel on trouve donc, le LCR, et puis donc, on a la durmère qui réalise un fourreau cylindrique épais. La moelle donc, est fixée par le ligament dentelé, qui est là, donc fixé latéralement par le ligament dentelé, et par le phylum terminal en bas, donc, qui s'insère jusqu'à la deuxième pièce sacrée, S2. Donc l'espace extradural, c'est un espace qui est graisseux, rempli de vaisseaux et surtout des vaisseaux, donc des veines. La moelle, quant à la vascularisation de la moelle, donc elle est vascularisée par deux axes vasculaires, donc un axe longitudinal qui est l'artère spinale antérieure et les deux artères spinales postérieures qui proviennent des artères donc, radiculaires qui sont issues des artères spinales segmentaires qui proviennent des artères intercostales issues de l'aorte. Et il y a un réseau donc, artériel pimérien ou bien qui réalise donc, le cercle périmédulaire. Donc, après avoir donc, vu donc, le canal rachidien et les constituants du canal rachidien, donc, le contenu actuellement, c'est la moelle épinière. Donc, cette fameuse coupe donc, dont vous savez tous, dont vous connaissez tous, c'est juste un rappel anatomique, donc, avec le cordon latéral, le cordon postérieur et le cordon antérieur, dans lesquels plutôt cheminent des faisceaux ascendants et descendants. Donc, comme on a dit, donc, ces faisceaux-là, donc, la moelle est organisée transversalement en métamère et longitudinalement en fibres longues. La moelle est plus courte que le canal rachidien. Elle s'arrête au niveau donc, du bord supérieur de L2, ce qui explique le décalage entre le niveau vertébral
et celui du métamère médulaire. Et à chaque métamère correspond un dermatome ou myotome qui a une grande valeur sémiologique et qui sont définis par donc, les dermatomes, donc, comme on le précise sur ce schéma. Donc, il y a des dermatomes qui sont donc, très utiles pour dans la localisation du niveau lésionnel. On verra par la suite l'intérêt de la reconnaissance de ces différents dermatomes. Donc, comme physiopathologie de la compression médulaire lente, le canal vertébral étant un espace inextensible, donc on sait bien que tout processus expansif à ce niveau est susceptible de déterminer des lésions médulaires, soit par une compression directe ou bien indirectement par une ischémie artérielle ou une gêne au retour veineux. Cette compression peut être extradurale, donc soit au niveau de l'os, à partir de l'os, donc rachidienne, ou bien dans l'espace épidural, qui était, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, qui était graisseux, ou bien elle peut être intradurale, et à ce moment-là, donc elle peut être soit extramédulaire ou bien intramédulaire. Donc l'examen clinique, c'est un examen qui est simple si le tableau clinique est complet. Donc, le tableau complet, c'est la paraplégie ou la tétraplégie, chose qu'on n'aimerait pas arriver à ce niveau-là parce que c'est l'état donc, définitif et l'état fatal pour le pronostic fonctionnel du patient. Donc, il faut faire le diagnostic devant des signes frustres et qui représentent les circonstances de découverte. Donc, ces circonstances peuvent être donc, des douleurs rachidiennes qui sont fixes, spontanées ou provoquées, des douleurs radiculaires, donc vives, tenaces ou bien de topographie donc impulsive à la toux, ou bien des douleurs cordonales postérieures comme des strictions, une sensation de broiement, ces douleurs sont projetées au niveau des membres inférieurs. Il y a aussi les paresthésies donc, qui peuvent être donc, à type de fourmillement, d'engourdissement, de sensation de ruissellement d'eau froide ou chaude, ou bien d'une marche sur le coton. Il y a aussi des troubles moteurs radiculaires ou médulaires, et rarement on trouve des troubles sphinctériens. Ça, c'est la phase de début. Le mode d'installation, il peut être variable, il peut être progressif ou bien brutal, et on arrive à la fin donc, à définir différents syndromes qui peuvent constituer le tableau de la compression médulaire. Donc, on va détailler ensemble ces différents syndromes. Donc, le syndrome rachidien, qui est inconstant, qui est fait de douleurs localisées au niveau du rachis et peut-être donc même des déformations au niveau du rachis. Donc, à l'examen, on verra donc cette déformation au niveau du rachis, cette donc, douleur donc, avec une attitude ontalgique au niveau donc, du cou. Donc, à l'examen, il y a une contraction des muscles paravertébraux. La palpation des épineuses, donc, elle révèle une douleur donc, et peut orienter donc, du niveau de la lésion. La percussion donc, sur les épineuses peut entraîner, donc, peut révéler donc, le niveau lésionnel. Et donc, comme tout à l'heure, donc, la palpation des muscles donc, paravertébraux qui est donc là, il y a une contraction des muscles paravertébraux. Donc aussi, donc, on va demander aux patients de faire des mouvements donc, passifs et actifs et on va détecter donc, cette raideur de la nuque, donc raideur des muscles paravertébraux. On a choisi dans cette description donc, la compression médulaire au niveau du cou, donc du rachis cervical. Donc là, donc, il y a donc, des différentes manœuvres qu'on peut faire avec notre patient pour révéler ce syndrome rachidien. Aussi donc, des manœuvres donc, au niveau du rachis thoracique. Et on demande aux patients de faire la flexion antérolatérale, la flexion donc, antéro-postérieure et latérale. On demande aux patients de s'asseoir sur une surface donc, avec une cale
sous les fesses et de faire donc une rotation pour mettre donc de faire une contrainte au niveau du rachis, une contrainte rotatoire au niveau du rachis pour révéler éventuellement la douleur. Et à ce niveau-là, donc on peut déterminer ou bien on peut suspecter le niveau lésionnel. Donc le syndrome lésionnel, après avoir vu donc le syndrome rachidien, le syndrome lésionnel, il est inconstant et peut précéder la souffrance médulaire. Ce syndrome lésionnel, il a une grande valeur localisatrice. On va détailler tout de suite. Donc, c'est le syndrome lésionnel peut être fait de douleurs radiculaires en bande ou donc unies ou bien bilatérales. Ces douleurs peuvent être donc vives, elles sont résistantes au repos et au traitement habituel, antalgique, et elles sont permanentes avec des paroxysmes nocturnes. Donc, il y a aussi, donc, on peut avoir, donc, le patient peut décrire des paresthésies ou bien une hypoesthésie en bande radiculaire qui définit donc le dermatome qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, le patient peut rapporter, ou bien on peut trouver à l'examen, donc une paralysie, une amyotrophie, ou bien des fasciculations, ou bien même un réflexe, un seul réflexe, hein, un réflexe ostéotendineux qui est aboli dans le territoire concerné. Donc là, donc on va évaluer donc la flexion du coude sur donc le bras. Donc du coup, on est en train d'évaluer donc la force du biceps. Là, on va évaluer la force du deltoïde. Donc on demande au patient de faire l'abduction du bras, de rapprocher donc, rapprocher donc les bras, d'écarter les bras. Donc ces manœuvres donc, explorent donc les muscles des membres supérieurs. Donc, comme on a, donc, pour détecter une parésie ou bien une paralysie, et à l'observation, on verra s'il y a ou pas une amyotrophie. Le patient, donc, on peut trouver aussi des troubles vasomoteurs à type de cyanose ou bien de refroidissement, et même des troubles trophiques comme donc, une atrophie cutanée ou bien chute de poils. Donc, pour déterminer donc, le niveau lésionnel, on va donc palper donc, ces dermatomes un par un. Le patient, donc, il va nous rapporter, par exemple, une névralgie intercostale. Et du coup, là, à ce niveau-là, donc, il y a des points repères. Donc, comme par exemple au niveau du mamelon, si le patient rapporte la douleur au niveau, la douleur intercostale au niveau des mamelons, c'est le niveau lésionnel T4. Si, par exemple, il rapporte ça au niveau de l'appendice, de l'ombilique, c'est vraiment le niveau T10. S'il rapporte la douleur au niveau de T6, c'est l'appendice xiphoïde. Au niveau du pli de laine, c'est le T12 et L1. Donc là, c'est la douleur et l'hypoesthésie au niveau de ce dermatome. Donc, le syndrome sous-lésionnel, il est fait de troubles moteurs, de troubles sensitifs et de troubles génitosphinctériens. On va détailler un par un donc, ces différents troubles. Donc, les troubles moteurs, ils consistent en une fatigabilité anormale des membres inférieurs à la marche. Donc, il s'agit là de la claudication médulaire intermittente qui s'aggrave progressivement et peut entraîner donc des dérobements des membres inférieurs pour aboutir à une paraplégie spastique ou une tétraplégie. La marche est d'abord spastique, ceci est dû à l'hypertonie des muscles antigravidiques, puis un déficit prédominant sur les fléchisseurs aux membres inférieurs ou extenseurs aux membres supérieurs fait son apparition. L'examen retrouve donc l'hypertonie spastique avec un syndrome pyramidal complet. Ce syndrome pyramidal, donc, il est fait. Donc, on va chercher donc, la spasticité, l'hypertonie au niveau des muscles, et on va évaluer donc, les réflexes ostéotendineux qui sont des réflexes vifs et qui sont donc là diffusés. Donc, ça entraîne une réponse à distance du muscle donc, qui est irrité. Et donc, on cherche aussi donc, une trépidation épileptoïde. On cherche aussi donc, le signe de Babinski et le signe de Hoffman, qui est fait donc, par une friction au niveau de la pulpe du majeur qui entraîne une flexion réflexe de l'index et du pouce. Aussi, donc, on va étudier donc, les réflexes cutanéo-abdominaux et ces réflexes donc, nous orientent
vers donc, le niveau. Donc, il y a 3 types de réflexes, les réflexes cutanés abdominaux supérieurs, moyens et inférieurs. Donc, le réflexe, il est fait par le passage d'un objet donc, qui stimule donc, la paroi cutanée abdominale, et du coup, donc, on aura une contraction de la paroi vers le sens de la stimulation. Donc, le réflexe cutané abdominal supérieur, donc, il nous renseigne sur la racine T6 à T8. Le moyen, c'est T9, T10 et l'inférieur, T11, T12. Les troubles sphinctériens, donc les troubles sensitifs, ils sont faits donc, par les douleurs cordonales. Les douleurs cordonales donc, postérieures, il y a une douleur en étau avec une ataxie à la marche, une marche talonnante, une instabilité à la station debout, pieds joints, qui s'aggrave à la fermeture des yeux, et il y a l'erreur dans la reconnaissance du sens de position du gros orteil. Donc, il y a aussi la paresthésie à type de brûlure ou de ruissellement, et il y a le signe de l'ermite qui est fait donc, lorsqu'on cherche par la flexion du cou. Ça entraîne une sensation de décharge électrique au niveau du rachis et au niveau des membres supérieurs. Les troubles sensitifs objectifs, donc on aura une hypoesthésie donc thermoalgique et tactile. Donc là, c'est le faisceau spinothalamique. Et donc là, c'est le faisceau cordonal postérieur par la stimulation donc, au diapason. Donc le niveau sensitif, le niveau supérieur du déficit sensitif est d'une grande valeur localisatrice puisqu'il nous renseigne sur la lésion au niveau du rachis, sur la localisation de la lésion au niveau du rachis. Les troubles génito-sphinctériens, ils sont heureusement tardifs, mais malheureusement, ils sont fréquents. Il s'agit d'un retard à la miction, des besoins impérieux ou fréquents. On peut donc arriver jusqu'à l'incontinence, la rétention urinaire ou la constipation et l'impuissance érectile, qui sont donc des signes tardifs et surtout chez l'homme. Les formes cliniques, donc il y a les formes topographiques, donc en hauteur, donc au niveau cervical, donc les signes prédominants, ce sont les cervicalgies, la tétraparésie spastique avec une hypoesthésie et un niveau sensitif qui est généralement ascendant, et il y a les névralgies cervico-brachiales avec éventuellement une paralysie diaphragmatique dans la phase donc, tardive et la phase d'état. Donc, si la compression siège au niveau du rachis dorsal, il y a des douleurs en ceinture ou bien en hémiceinture intercostale, il y a l'abolition d'un réflexe cutanéo-abdominal et une paraplégie spastique. Au niveau du cône terminal, c'est la partie toute inférieure de la moelle, il y a la précocité des troubles génito-sphinctériens, avec un déficit moteur flasque au membre inférieur, une abolition donc, des réflexes ostéotendineux avec une hypoesthésie des membres inférieurs. On peut trouver aussi le signe Babinski. Contrairement donc, à la compression des racines de la queue de cheval, il n'y a pas de signe Babinski. Donc, on a vu donc les formes topographiques en hauteur. Actuellement, donc, on va voir les formes topographiques en largeur. Et si la compression elle est antérieure, donc les signes donc, prédominants, c'est les signes moteurs, donc, puisque ça comprime le faisceau pyramidal donc, antérieur à ce niveau-là. Et si la compression elle est postérieure, donc, elle va donner donc, un syndrome cordonal postérieur et une atteinte de la sensibilité profonde avec une marche ataxique. Si la compression elle est latérale, donc elle va entraîner le fameux syndrome de Brown-Séquard. La compression elle est à ce niveau-là, donc elle va comprimer, donc elle va donner du côté de la lésion. Si la lésion elle est à ce niveau-là, elle va donner donc une atteinte pyramidale avec une atteinte de la sensibilité profonde. Donc puisque ça comprime donc le faisceau pyramidal antérieur, le faisceau pyramidal croisé et le cordon postérieur qui est responsable de la sensibilité profonde. Du côté contralatéral, puisque ça comprime le faisceau spinothalamique qui reçoit donc la racine contralatérale à ce niveau-là, donc elle va
elle va donner une atteinte de la sensibilité superficielle. Donc, le syndrome de Brown-Séquard, donc il faut le retenir. Il y a une atteinte pyramidale et atteinte de la sensibilité profonde du côté de la lésion et une atteinte de la sensibilité superficielle du côté contralatéral à la lésion. Si le processus donc, tumoral ou bien la compression elle est centromédulaire, elle va entraîner ce qu'on appelle le syndrome syringo-myélique. Donc, ça donne un déficit sensitif suspendu. Donc, c'est ça le déficit sensitif suspendu. Donc, il y a un niveau donc, suspendu. Donc, ce n'est pas tous les mi-corps ou bien un dermatome bien défini. Il y a une partie qui est toute atteinte. Elle est bilatérale, elle n'est pas unilatérale. Et donc, on a une atteinte motrice, surtout avec une amyotrophie et des troubles vasomoteurs. Et il y a aussi une atteinte des voies longues qui est tardive et discrète. Les formes évolutives, donc, c'est l'installation brutale. Donc, il y a un phénomène vasculaire qui est donc, associé à la compression mécanique, les formes progressives, les formes rémitantes, et il y a aussi les formes de l'enfant. Les examens complémentaires, donc, je cite donc, les radiographies standards qui sont donc, utiles pour chercher une éventuelle lyse vertébrale, une condensation osseuse, à la recherche d'une déformation du rachis avec un éventuellement un tassement vertébral et chercher un pincement discal ou bien un élargissement d'un trou de conjugaison. L'IRM, c'est elle qui sert à faire le diagnostic d'une compression médulaire lente. C'est l'examen clé. Donc, elle permet de visualiser le tissu médulaire et toutes ses structures avec les séquences conventionnelles en pondération T1, sans et avec injection de gadolinium, et en séquence T2. L'IRM, elle permet de confirmer le diagnostic en montrant donc la lésion, le retentissement médulaire, la taille de la moelle et une éventuelle prise de contraste. Bon, actuellement, donc l'IRM, elle a pu donc supplémenter, donc on s'en passe de la myélographie. Auparavant, on faisait de la myélographie et le myéloscanner, mais actuellement, l'IRM, c'est l'examen de choix. Mais si jamais il y a contre-indication à l'IRM, on peut passer à la myélographie ou bien au myéloscan. Les autres examens, donc je cite, donc il y a le scanner du rachis pour étudier donc l'os. On sait bien que le scanner étudie mieux l'os que l'IRM. Une éventuelle biopsie osseuse, la TDM thoraco-abdominopelvienne à la recherche d'une néoplasie primitive. Ce sont des examens donc, accessoires prescrits selon les données des examens précédents et elles sont essentiellement à visée étiologique. On peut utiliser donc aussi, donc, on peut demander les examens biologiques et surtout à la recherche d'une positivité d'un marqueur tumoral. Donc, devant un tableau de compression médulaire, soit suspect ou bien évident, l'examen clinique, donc, il révèle ce tableau clinique. Il faut demander impérativement une IRM médulaire d'emblée, donc toute la moelle. Il faut l'évaluer par l'IRM. On peut par la suite donc, demander donc, des radiographies standards ou bien un scanner du rachis. Et ceci dans un contexte d'urgence, parce que donc, ça entraîne donc, une prise en charge. Donc, comme on a dit tout à l'heure, il s'agit d'une urgence médico-chirurgicale. Donc, certainement, il y a des diagnostics différentiels. Donc, devant un syndrome rachidien ou bien radiculaire, il faut rechercher les signes d'atteinte médulaire avant d'évoquer une pathologie rhumatismale. Notamment, donc, il faut chercher une éventuelle névralgie cervico-brachiale, c'est la racine qui est comprimée, d'accord, ou bien une névralgie intercostale, ou bien une méningo-radiculite comme celle qu'on retrouve avec le zona, ou bien au cours de la maladie de Lyme. Donc, devant un syndrome médulaire isolé, il y a donc le syndrome de Guillain-Barré. Vous allez voir tout ça donc, en détail avec les cours de neurologie. Et donc, ce qui fait la différence avec la compression médulaire, c'est que le syndrome de Guillain-Barré, il a une évolution ascendante du déficit moteur.
Il y a aussi une rhinopharyngite, on peut trouver donc comme facteur viral associé. Il y a l'abolition des réflexes osteotendineux et l'épreuve électrophysiologique, notamment avec un EMG, elle peut faire la différence entre ces deux diagnostics. La sclérose en plaques, donc, sa particularité, c'est qu'elle évolue par poussée, et les poussées sont de plus en plus fréquentes et graves. L'IRM cérébral et cérébrospinal, donc, elle peut corriger le diagnostic. L'APL et l'électrophysiologie, donc l'EMG, il peut orienter le diagnostic aussi. La sclérose latérale amyotrophique, couramment appelée SLA, donc elle a une atteinte motrice avec une absence d'atteinte sensitive. Il y a les fasciculations donc, au niveau de la langue, au niveau des... Et donc, aussi, donc, l'EMG, il peut rectifier le diagnostic. La sclérose combinée de la moelle, je m'excuse là, une erreur de frappe. Hein. La sclérose combinée de la moelle, donc, elle associe donc, un syndrome pyramidal et un syndrome cordonal postérieur. Elle est due en fait à une carence vitaminique, surtout la vitamine donc, B12, au cours d'une maladie donc, de Biermer. Et là, ça se corrige par l'injection de la vitamine B12. Donc la syringomyélie, comme diagnostic différentiel aussi, c'est une atteinte de la sensibilité suspendue et dissociée. Elle peut entraîner une atteinte motrice en fin d'évolution. Et l'IRM de la charnière, donc, elle peut montrer donc, la cause de cette syringomyélie, en fait, c'est une malformation osseuse ou nerveuse au niveau de cette charnière. Le syndrome de la queue de cheval, donc, c'est l'atteinte au-dessous du cône terminal et c'est une atteinte périphérique de plus que 2 racines lombaires et il y a l'abolition des réflexes osteotendineux, il n'y a pas de réflexe, il n'y a pas de signe de Babinski et il y a des troubles sphinctériens qui sont précoces. Le diagnostic étiologique, donc certainement après le diagnostic clinique donc, et après avoir éliminé le diagnostic différentiel, donc, l'IRM, elle nous aide à nous renseigner sur le diagnostic étiologique. Donc, il y a les lésions extradurales. Elles sont dominées surtout par les métastases vertébrales. Les épidurites, que ce soit métastatiques ou bien donc, infectieuses. Donc, les tumeurs, donc les lymphomes malins non hodgkiniens ou bien hodgkiniens, les tumeurs primitives de l'os, qu'elles soient bénignes ou malignes, les myélomes, les spondylocytes, donc ça rejoint les infections, donc les épidurites, ou bien le mal de Potte suite à une infection au bacille de Koch, ou bien une infection avec un germe banal, notamment le staphylocoque. Il y a la myélopathie cervico-arthrosique qui entraîne donc une compression de la moelle cervicale et donc qui peut entraîner donc un tableau clinique assez riche comme on a vu donc, tout à l'heure au niveau des formes topographiques au niveau cervical. Les lésions intradurales, comme on a vu, donc, il y a les lésions intramédulaires et les lésions extramédulaires. Pour les lésions donc, intramédulaires, comme tumeur, donc, je cite donc, l'astrocytome, l'épendymome, le lipome, le kyste épidermoïde ou bien une syringomyélie. Les lésions, donc les étiologies extradurales, je cite les tumeurs, donc il y a des tumeurs bénignes, donc le neurinome, le méningiome, ce sont les deux les plus fréquents. Donc l'IRM, comme on a dit donc, tout à l'heure, ça aide, donc, ça fait le diagnostic, en fait, elle fait le diagnostic donc, de la lésion, elle renseigne sur la moelle, sur le retentissement sur la moelle, sur la taille de la moelle, la prise de contraste, et donc nous renseigne donc, sur l'origine de cette compression. Donc là, à ce niveau-là, il s'agit d'une épidurite métastatique. Donc là, c'est une compression du cône terminal. Donc là, c'est le cône terminal. Et il s'agit donc bel et bien d'une localisation au niveau de l'arc postérieur de la vertèbre donc, thoracique et qui entraîne une compression de la moelle à ce niveau-là. Donc regardez bien cette lésion. C'est une métastase à ce niveau et qui comprime donc le cordon médulaire à ce niveau-là.
Les lésions donc intramédulaires, donc là aussi, c'est un épendymome du cône terminal. Donc, regardez bien la taille de la moelle là, à ce niveau-là, elle est enflée, elle est soufflée. Et là, c'est la tumeur sur la coupe axiale. Et donc là, c'est vraiment la moelle qui est donc de part et d'autre parce que la tumeur, elle est centromédulaire. Donc, comme lésion extramédulaire, donc il y a donc là, à ce niveau-là, c'est une compression aussi donc, de la région thoracique. Donc, à ce niveau-là, c'est la vertèbre T10, T11. Et là, il s'agit bien d'un méningiome qui s'insère sur la dure mère à ce niveau-là et qui comprime donc la moelle. C'est une lésion extramédulaire, mais qui est intradurale, puisque le méningiome, il s'insère au niveau de la dure mère. Sur la coupe axiale, donc le méningiome là, à ce niveau-là, et regardez bien, là, c'est la moelle, donc qui est écrasée, qui est comprimée. Donc vous voyez bien que ces différentes lésions, la moelle n'est pas à l'aise et il faut agir rapidement pour lever la compression parce que les conséquences, si on ne lève pas la compression rapidement, les conséquences sont généralement donc défavorables. Donc schématiquement, là c'est une coupe axiale schématique donc, du canal rachidien. Et là, donc c'est l'espace extradural. Là, donc c'est la dure mère, l'espace sous-dural et la moelle. Donc, on voit bien, c'est une lésion donc, qui est extradurale, donc elle comprime et la moelle et la dure mère, comme on le voit sur cette coupe sagittale. Au niveau, si la lésion elle est intradurale, donc la lésion elle va comprimer à partir de la dure mère, elle va comprimer la moelle épinière. Et si la lésion elle est centromédulaire, donc elle est intradurale et intramédulaire, donc elle va souffler la moelle, donc la moelle elle est laminée de part et d'autre, et la lésion elle est centromédulaire. Donc pour le traitement, donc il faut lever la compression médulaire et appliquer un traitement étiologique adapté à chaque étiologie. Les moyens, donc il faut faire la décompression. La décompression, elle est faite en fonction de la localisation du processus compressif. Donc, si on va prendre comme exemple donc, la compression médulaire cervicale, là, c'est une coupe donc, axiale schématique du rachis cervical. Là, c'est l'antérieur et là, c'est le côté droit. Donc là, le côté gauche, pardon. Donc là, il s'agit d'une compression, on va supposer qu'il y a une compression médulaire cervicale à ce niveau-là. Donc on va agir par voie antérieure et on va faire la discectomie, on va enlever ce disque, ou bien le corps vertébral atteint qui comprime la moelle à ce niveau-là. Et c'est un abord antérieur, entre donc par voie antérolatérale du côté droit. Et on va mettre des cages de cette forme qu'on va fixer avec des plaques et des vis, ou bien des cages donc, qui sont autonomes. Et regardez bien, l'incision elle est vraiment minime et discrète au niveau du cou. Si la compression elle est postérieure, l'abord il sera postérieur, donc ça va de soi, et on va enlever donc la partie du canal rachidien, donc les lames. Donc on va enlever les lames à ce niveau-là pour décomprimer la moelle et enlever donc si jamais il y a une épidurite infectieuse ou bien une épidurite métastatique, donc il faut enlever cette compression. Donc par la suite, le rôle du kinésithérapeute et la prévention des complications du décubitus doivent être appliqués donc précocement. Dès le début, il faut démarrer donc la lutte contre les complications du décubitus, notamment donc les complications thromboemboliques et donc l'enraidissement articulaire. Donc ça, il faut lutter contre la spasticité aussi. Et donc, il faut par la suite adapter les différentes modalités de traitement étiologique. Donc, notamment, si jamais il faut rajouter la chimiothérapie, la radiothérapie, s'il s'agit d'une compression médulaire par une épidurite infectieuse,
il faut traiter par des antibiotiques ou bien par les agents antituberculeux, s'il s'agit d'un mal de pote. Quel que soit donc le processus compressif, il faut réaliser donc une décompression médulaire le plus tôt possible. Donc le pronostic de cette compression médulaire, il est en relation avec l'importance de la compression. Si donc on a une participation d'un facteur ischémique, donc un facteur vasculaire, donc ça aggrave le pronostic de cette pathologie et surtout la durée de la compression. On sait bien que si on fait le diagnostic précocement et on adapte le traitement précocement, donc le pronostic sera meilleur. Le pronostic dépend aussi de la nature de la lésion. Donc une lésion donc, tumorale bénigne, elle est donc certainement de bon pronostic. Et une tumeur donc maligne, et certainement donc elle va récidiver et elle va entraîner donc une récidive avec une nouvelle compression médulaire à ce niveau-là. Donc en conclusion, les compressions médulaires lentes doivent être parfaitement connues car seul un diagnostic précoce et un traitement adapté et pratiqué à temps sont capables d'assurer l'intégrité fonctionnelle des patients et la guérison définitive en cas d'étiologie bénigne. Donc, ce qu'il faut retenir, donc la compression médulaire lente, c'est une urgence neurochirurgicale. Le syndrome lésionnel, donc c'est un syndrome radiculaire. Le syndrome sous-lésionnel, il nous renseigne sur l'atteinte médulaire. Il n'y a pas de signe supralésionnel, donc il n'y a pas d'autres lésions au-dessus du niveau lésionnel décrit. Le syndrome de Brown-Séquard, il est exclusivement médulaire. L'IRM, c'est l'examen de choix. Et donc, les causes tumorales sont les plus fréquentes. Est-ce que je peux recevoir vos questions? Si vous avez des questions. Docteur, vous pouvez répéter le syndrome lésionnel et le syndrome sous-lésionnel? Pardon, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Le syndrome lésionnel et le syndrome sous-lésionnel. D'accord. On va se mettre sur la diapo correspondante. D'accord. Donc, on va rappeler donc le syndrome lésionnel. Donc, où est la lacune donc, au niveau du syndrome lésionnel? En fait, le syndrome lésionnel, il nous renseigne sur le niveau atteint. Donc, c'est bien de faire l'hypothèse du niveau atteint avant même de réaliser l'IRM. Parce qu'on peut s'orienter vers donc, une compression cervicale ou bien une compression thoracique. Donc, le syndrome lésionnel, il a une grande valeur localisatrice. Il est fait de quoi, le syndrome lésionnel? Il est fait donc, de douleurs radiculaires, de paresthésie ou bien une hypoesthésie en bande qui est donc, au niveau d'un dermatome donc, bien particulier, comme on l'a vu donc, tout à l'heure avec le médecin donc, qui palpe donc, un dermatome. Et il y a des points repères qui nous renseignent donc sur la racine donc, qui est touchée. Ce n'est pas la racine, en fait, c'est parce que la racine, elle sort de la moelle. Donc, du coup, la moelle, elle est touchée à ce niveau-là. Donc, la racine, ça va de soi, elle sera atteinte, elle aussi. Donc, des douleurs radiculaires, ou bien des paresthésies, ou bien une atteinte de la motricité, soit une faiblesse de la musculature, une amyotrophie donc à l'inspection, ou bien on demande au patient de faire le mouvement contre-résistance. Donc vous voyez là que le médecin exerce une résistance au patient alors que le patient veut faire la flexion du coude, veut faire l'abduction du bras, rapprocher ou bien écarter les bras. Et là, à ce moment-là, on peut donc évaluer la force musculaire du patient. La force musculaire, on sait bien qu'elle est cotée de 0 à 5. 0, c'est vraiment l'état de paralysie, il est coté à 0. La flacidité, donc le patient, il est paralysé et il est coté à 0. Le 5 sur 5, c'est vraiment la force musculaire normale.
Ça, c'est pour le syndrome lésionnel. Et on peut trouver donc une atteinte, une abolition d'un réflexe osteotendineux au niveau donc de la racine touchée dans le territoire concerné. C'est bon pour le syndrome lésionnel? Oui, oui, monsieur. D'accord. Donc, pour le syndrome sous-lésionnel, il est fait donc de trois tableaux. En fait, il y a le tableau, en fait, là, on va chercher la lésion sous la lésion. Pardon, les symptômes sous la lésion. Si jamais la lésion elle est cervicale, donc on va chercher les troubles moteurs, sensitifs et génito-sphinctériens qui sont donc par conséquence donc, qui font suite à la compression au niveau cervical. Donc, si jamais donc, on a une compression médulaire cervicale, il y a des troubles moteurs qui vont toucher. Donc, ça commence par les membres inférieurs. Par la suite, donc, le déficit moteur se propage et va toucher même les membres supérieurs. Donc, du coup, on a un signe donc, pathognomonique. Le patient nous rapporte une claudication médulaire intermittente. C'est la fatigabilité anormale des membres inférieurs à la marche. Le patient, il doit s'arrêter pour récupérer un peu de force. Elle est différente de la claudication donc, de l'artériopathie oblitérante, de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. C'est donc c'est la douleur en fait, c'est ce qui fait la différence entre la claudication médulaire intermittente et la claudication des artériopathies oblitérantes, c'est la fatigabilité pour la claudication médulaire et la douleur pour la claudication des artériopathies. Donc par la suite, donc on a des symptômes moteurs, donc des symptômes pyramidaux. Donc du coup, la claudication médulaire intermittente, la marche elle sera spastique et on a le fameux syndrome pyramidal. Le syndrome pyramidal, il est fait donc de réflexes ostéotendineux qui sont vifs, une trépidation épileptoïde. Donc là, on impute une flexion dorsale donc, du pied vers donc là, vers le haut et on lâche brutalement. Donc le pied du patient va faire des mouvements de va-et-vient, ce qu'on appelle la trépidation épileptoïde. Il y a aussi, donc on va chercher le signe de Babinski qui entraîne une ascension majestueuse et lente du gros orteil. Et on va chercher le signe de Hoffman si la compression elle est cervicale. Donc on va faire une friction. Donc la main du patient elle est relâchée. On va faire une friction au niveau de la pulpe du majeur et il y a une flexion réflexe de l'index et du pouce. D'accord? Par la suite, même pour le syndrome pyramidal, on peut trouver donc des réflexes cutanéo-abdominaux qui sont prononcés et la stimulation par un objet donc, qui flirte avec la paroi abdominale, ça va entraîner donc une contraction réflexe et l'ombilic va s'orienter vers l'origine de la stimulation. Donc là, c'est pour le tableau moteur. Pour les troubles sensitifs, il y a donc les troubles, donc les douleurs coordonales postérieures. C'est la sensation d'engourdissement, c'est quelque chose qui comprime au niveau des membres inférieurs ou bien au niveau des membres supérieurs. Ça dépend de la compression, ça dépend du siège de la compression, donc soit cervicale ou bien thoracique. Il y a une ataxie à la marche. Le patient rapporte qu'il a une marche talonnante, qu'il a la sensation de marcher sur du coton. Donc, il est instable donc, à la station debout, les pieds joints. Et il y a donc un test qu'on fait souvent. Donc, on demande au patient de nous renseigner sur la position de son gros orteil avec les yeux fermés. Et le patient donc, rapporte donc, d'une façon fautive donc, la position du gros orteil, soit vers le haut, soit vers le bas. Il y a des paresthésies à type de brûlure ou bien de ruissellement au niveau donc, des membres.
Et le signe de l'ermite, donc lorsqu'on demande au patient de faire la flexion du cou, il y a une décharge, une sensation de décharge électrique au niveau, le long du rachis, ou bien donc au niveau des membres supérieurs. Pour donc les douleurs, les troubles sensitifs objectifs, donc avec la stimulation thermique, avec quelque chose de froid, on va stimuler donc le patient, et c'est le faisceau spinothalamique qui a un trajet ascendant. Aussi, on peut stimuler donc on peut évaluer donc la proprioception, la sensibilité profonde du patient avec le diapason. Donc, le niveau sensitif, il a une grande valeur localisatrice de la lésion. Donc, puisque les différents dermatomes là, donc les différents dermatomes, c'est la sensibilité. Donc, du coup, si jamais le patient, on stimule le patient d'en bas vers le haut, là, il sent rien, il sent rien, il sent rien. Et à ce niveau-là, à partir de T6, à partir de l'appendice xiphoïde, le patient nous rapporte qu'il commence à sentir la stimulation cutanée, donc la stimulation tactile. Donc la sensibilité tactile, elle recommence, elle redevient normale. Donc là, à ce niveau-là, on dit bien que le patient il a un niveau sensitif en T6. Et là, on peut suspecter que la compression médulaire, elle est située en regard ou bien au niveau du rachis thoracique, au niveau de T6. C'est ça l'intérêt du niveau lésionnel, du niveau donc, sensitif qui nous renseigne sur le niveau lésionnel. D'accord? Donc, par la suite, il y a les troubles donc, sphinctériens qui sont heureusement tardifs, mais qui sont donc, qui gênent donc d'une façon très importante la vie du patient. Donc, et ce n'est pas que le trouble sphinctérien, il y a les troubles génitaux aussi, avec l'incontinence, la frigidité, avec l'impuissance érectile, la frigidité donc chez la femme et l'impuissance chez l'homme. Voilà. Donc, voilà, ce sont les différentes. Donc les différentes... Monsieur, Oui. vous avez dit que dans le syndrome lésionnel, pour le tableau moteur, on trouve une paralysie avec un réflexe osteotendineux qui sont abolis. Alors, Oui. pour le syndrome lésionnel, le tableau moteur, c'est moins sévère. Je ne comprends Désolé, je ne comprends pas pourquoi cette différence de la sévérité, alors que, logiquement, lorsqu'il existe une compression, les voies pyramidales descendantes seront aussi comprimées. عندهم نفس الإفيه المفروض نلقى باراليزي من النيفو ليزيونيل وانت هابط. صحيح. En fait, la paralysie au niveau du syndrome lésionnel, elle touche uniquement un groupe musculaire, donc pas en bas. En fait, le tableau est isolé, le syndrome lésionnel. Il est souvent donc associé à un syndrome lésionnel avec un syndrome sous-lésionnel. Le syndrome lésionnel, c'est au-dessous de la lésion, donc au-dessous du niveau comprimé. Par contre, le niveau lésionnel, c'est pratiquement un seul niveau. Donc, la paralysie d'un seul muscle. Par exemple, là, la paralysie, donc là, c'est la flexion du coude sur le bras. C'est le muscle deltoïde, c'est le biceps. Donc là, c'est la racine C6 qui est touchée. L'abduction, là, c'est de même. Donc, c'est la racine C5 et C6 qui peuvent être touchées. D'accord? C'est ça la différence entre le syndrome lésionnel qui touche un seul muscle et le syndrome sous-lésionnel. En fait, tout ce qui est situé au-dessous de la lésion, il sera touché. Parce que les voies descendantes motrices, elles ne passent plus. Donc, il y a une compression des voies descendantes. Le faisceau pyramidal, il est comprimé à ce niveau-là. Et donc, en bas, par exemple, je vous donne un exemple. Si jamais la compression, elle est cervicale, donc, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les muscles qui seront touchés? Est-ce que uniquement les membres inférieurs ou bien uniquement les membres supérieurs? Ou bien les deux?
Logiquement, tétraplégie. Tétraplégie, tout à fait. Donc là, le patient, au début, peut avoir une amyotrophie avec une paralysie. Si jamais la compression elle est en regard de C5, C6, par exemple, et il a une compression médulaire cervicale à ce niveau-là. Donc, le réflexe bicipital, il sera aboli. Pardon. Le réflexe bicipital, il sera... Je mets le réflexe... D'accord, donc on n'a pas là. Donc, le réflexe bicipital, il sera aboli. Et il peut entraîner même une paralysie d'un seul groupe de la racine C5. Et en bas, il y a aussi donc, la claudication médulaire intermittente avec une spasticité à la marche, des muscles, donc des membres inférieurs qui sont spastiques et qui manquent de force. Et là, donc, c'est le syndrome lésionnel, sous-lésionnel. Donc, on associe le syndrome lésionnel et le syndrome sous-lésionnel. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Merci. D'accord, je vous en prie. Donc, sinon, donc, vraiment, donc, il faut faire donc, le diagnostic rapidement. Donc, n'importe quel médecin, donc, même en situation, donc, quelle que soit la spécialité ou quel que soit donc, le lieu de travail, une fois il est face à un tableau de compression médulaire, ou bien qu'il évoque le tableau de compression médulaire, il doit rapidement demander donc, une IRM et adresser le patient donc, dans le centre donc, adéquat qui peut gérer donc, une telle pathologie. Est-ce qu'il y a des questions écrites? Merci à vous. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez fait un passage au service de neurochirurgie? Non. Personne. Même durant le stage d'externat? Dommage. Si jamais vous passerez donc, dans notre service, donc, vous allez voir donc, on aura donc, beaucoup de choses à voir ensemble. Et si jamais vous êtes curieux, donc, on peut même rentrer au bloc et voir comment ça se passe. Bien. Donc, on va enchaîner donc, la prochaine fois avec le même thème. Donc, ça sera la semaine prochaine. Donc, vendredi, vous aurez un cours avec ma collègue. Et la semaine prochaine, on va enchaîner avec une autre pathologie du rachis, c'est les traumatismes vertébromédulaires. Et on va essayer de faire ensemble quelques cas cliniques qui résument donc le cours de ce jour, les compressions médulaires lentes et les traumatismes vertébromédulaires. On va peut-être essayer de faire un petit quiz donc, pour voir donc, si jamais il y a des questions ou bien vous répondez bien aux questions, aux cas cliniques. D'accord? Très bien.